Tiens, dans cette vidéo, on va regarder un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram, vous pouvez le rejoindre via le lien en description de cette vidéo. Il s'agit de l'entreprise Genowe, qui est spécialiste dans la production d'animaux génétiquement modifiés pour la recherche scientifique. Donc on est dans le domaine de la recherche médicale. On commence tout de suite avec le cours de l'action. On voit qu'il a fait un plus que x2 sur 10 ans. On va regarder ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires. On voit qu'en médiane, on est sur une croissance assez élevée à 13,5%, et que dernièrement ça s'accélère un petit peu, avec 25% de croissance en 2023. Il y a eu un trou en 2019-2020, donc est-ce que c'est lié à la pandémie, ça il faut regarder. On va tout de suite regarder les taux de marge. On voit que le taux de marge brut est très élevé à 55%. On est presque à un niveau qui indique que l'entreprise a un avantage concurrentiel, un moat. Donc ça c'est très bon, l'entreprise a un pouvoir de fixation des prix. On voit que le taux de marge d'EBITDA est en augmentation, donc ça veut dire que l'entreprise devient de plus en plus efficiente opérationnellement, et c'est pas drivé par une hausse du taux de marge brut, mais vraiment par des gains opérationnels, donc ça c'est super. Et on voit que le taux de marge nette, lui, est aussi en augmentation depuis la fin de la décennie. On voit qu'on est autour des 5%, donc auparavant c'était une médiane donc, de 2%, on était assez proche du point mort, donc ça c'est typique d'une start-up qui est en train d'accéder à la rentabilité durablement, et elle arrive à générer des bénéfices depuis 2022, régulièrement. Donc ça c'est plutôt bon, on s'éloigne du point mort, et donc le modèle d'affaires de l'entreprise est validé, on va dire, par le marché, qui du coup fait que l'entreprise est profitable. On va regarder si ces bénéfices nets se convertissent en free cash flow, et là je dois avouer que j'ai un petit doute quand même, parce que donc les bénéfices nets sur 10 ans ils sont à 15 millions en cumulé, c'est très bien. Les free cash flow, en fait on n'en a pas, et j'ai regardé dans les rapports annuels, en rapport annuel 2022-2023, il n'y a pas de tableau de flux de trésorerie, donc à ce niveau-là on sait pas ce qui se passe, donc le management communique le niveau de trésorerie, donc il a de trésorerie, il y a quand même de la trésorerie pour faire face aux dépenses et aux besoins au BFR pour les prochaines années, mais on ne sait pas ce qui se passe du niveau free cash flow, donc j'imagine qu'il y a des capex qui sont passés, mais on n'a pas le détail. Donc ça c'est un point à surveiller. L'entreprise étant cotée sur un marché moins régulé, elle doit possiblement moins fournir de détails, mais bon, ça c'est quand même un point un peu à surveiller quand même. Donc on va dire que pour évaluer l'entreprise, on va l'évaluer que via le PER, mais s'il n'y a pas de free cash flow, au final ça sert à rien. On va regarder ensuite si l'entreprise est rentable. On voit qu'elle a un ROIC en médiane à 5%, actuellement on a 5,40%, c'est quand même assez faible, et c'est en deçà du niveau de croissance de la boîte, donc à mon avis elle doit s'endetter pour alimenter sa croissance. Donc là c'est pas incroyable, mais on a vu qu'elle arrive à la rentabilité opérationnelle depuis seulement quelques années, depuis 2022, donc il faut suivre cet indicateur, à mon avis il va augmenter et il y aura pas de souci. Il faut voir voilà, la rentabilité, comment elle évolue par la suite. À mon avis on est sur une bonne trajectoire là. On va aller sur une accélération de la rentabilité, une accélération de l'augmentation des bénéfices. Regardons le niveau de dette. Donc il n'y a pas de free cash flow. Hop. Le niveau de dette, on a 5 millions, on a 1,5 million de dette contre un EBITDA de 5,5 millions. Maintenant on sait pas comment ça se convertit en free cash flow, mais bon, j'imagine que le management est prudent et quand même utilise une partie des free cash flow pour rembourser la dette. Donc à ce niveau-là, on peut à mon avis négliger la dette, qui est finalement pas si élevée que ça. Ensuite, on va aller regarder si l'entreprise reverse quelque chose aux actionnaires, mais il n'y a pas de dividende ici, évidemment, sans doute, c'est une boîte de croissance. On va regarder l'évolution des actions, et ça c'est pas bon par contre. On a une dilution de près de 50% depuis 2020. Donc il y a dû avoir une augmentation de capital en 2020, et ça a fortement dilué les actionnaires de l'époque. Maintenant ça a l'air un peu plus stable, il y a encore un petit peu de dilution, donc ça c'est un élément à surveiller. Qu'est-ce que dit le management à ce niveau-là sur la dilution? Et on va regarder finalement la valorisation d'entreprise. On va négliger la dette. Si on se met en price earning, on n'a pas l'info. On va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA. On voit que on est sur du 6,7 contre une médiane à 11. Donc il y a un peu moins de 50% de décote sur le titre. Conclusion du dossier. Donc ça, c'est une valeur de croissance qui est en train d'accéder à la rentabilité. Ça, c'est très bon. Maintenant, c'est une petite boîte, donc il n'y a pas beaucoup d'informations. La cotation est sur un marché moins régulé, donc le management n'est pas obligé de fournir autant d'éléments qu'une boîte
qui est coté sur notre compartiment d'Euronext. Ce qu'il faut vérifier sur ce genre de small cap, de micro cap même, c'est l'alignement des intérêts du management et des actionnaires majoritaires face aux minoritaires. On a vu qu'il y a eu des dilutions par le passé, est-ce que ça risque de se reproduire ou pas? Donc ça, maintenant, c'est une invitation à aller lire les rapports financiers et à creuser le dossier, qui a l'air intéressant, rien que du point de vue quantitatif, avec le point de surveillance sur les free cash flow. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.